Imaginez un instant que vous vous trouvez au milieu d'une pièce bondée. L'air est rempli du bourdonnement des conversations, du cliquetis des verres et des rires polis des plaisanteries sociales. Pour la personne moyenne, c'est une scène normale. C'est sûr, c'est prévisible, mais pour vous, c'est comme une agression de vos sens. Vous n'entendez pas seulement les mots que les gens disent, vous entendez les choses qu'ils sont terrifiés de dire. Vous pouvez sentir la vibration d'une dispute étouffée entre le couple qui se tient à 1 mètre de vous. Vous pouvez sentir l'insécurité écrasante qui se cache derrière la voix forte et confiante de l'homme qui raconte une blague dans le coin. Vous captez des fréquences de l'expérience humaine qui semblent être complètement invisibles pour tous les autres. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez comparé votre expérience interne au comportement externe des autres, et vous avez conclu qu'il y avait un défaut dans votre mécanisme. Vous vous êtes senti comme un récepteur haute fidélité, essayant de diffuser une symphonie complexe à travers un talkie-walkie en plastique bon marché. Le signal est riche, mais l'équipement autour de vous le déforme. Le larcène est strident, la statique est accablante, et parce que vous semblez être le seul à grimacer à cause du bruit, vous avez passé des années à croire que vous êtes le problème. Vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous ne pouvez pas simplement l'éteindre. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement apprécier les banalités? Pourquoi tout doit-il être si intense? Pourquoi ressentez-vous une douleur physique lorsque vous êtes témoin d'un manque d'authenticité? La société vous a fourni de nombreuses étiquettes pour cette expérience. Ils vous appellent hypersensible. Ils vous appellent difficile. Ils vous appellent intense. Ils vous disent que vous êtes trop. Mais si je vous disais que ces diagnostics sont fondamentalement erronés, et si la friction que vous ressentez avec le monde n'était pas la preuve d'un défaut, mais la preuve d'une fonction, sur la base des recherches approfondies et souvent négligées de Carl Jung, nous allons explorer la possibilité que vous ne soyez pas une version défectueuse d'une personne normale. Vous êtes un prototype fonctionnel de ce qui va suivre. Jung a identifié un état d'être qu'il a appelé conscience différenciée. Au cours de ces décennies d'analyse de la psyché humaine, il a découvert que moins de 5% de la population développe cette architecture psychologique spécifique. La majorité du monde fonctionne sur une sorte de pilote automatique psychologique, guidé par des impulsions inconscientes et une programmation sociétale. Mais quelques rares sont câblés pour se réveiller. Quelques rares sont conçus pour percevoir la réalité objective sous le masque social. Si vous écoutez ceci, il est fort probable que vous fassiez partie de cette minorité psychologique. La solitude que vous avez ressentie toute votre vie n'est pas un symptôme d'échec social. C'est l'effet secondaire inévitable d'être un éclaireur évolutionnaire. Vous utilisez un système d'exploitation que le monde actuel n'est pas encore conçu pour exécuter. Nous allons démanteler le mythe de l'étranger et le remplacer par la vérité de l'architecte. Si vous reconnaissez les schémas dont nous allons parler, il est temps d'arrêter de vous excuser pour votre intensité et de commencer à comprendre votre but. Ce voyage dans votre propre esprit commence par la façon dont vous traitez le monde émotionnel. C'est généralement le premier signe à se manifester, souvent dans l'enfance, et c'est celui qui cause le plus de confusion. Jung a décrit un phénomène impliquant des complexes à tonalité affective. Mais pour comprendre cela de manière pratique, nous devons vous considérer comme un sismographe psychologique. Considérez comment la plupart des gens traitent les émotions. Ils sont comme des gens qui marchent sur le trottoir. Ils ne remarquent le tremblement de terre que lorsque le sol se fissure réellement. Ils ne remarquent la colère que lorsqu'il y a des cris. Ils ne remarquent la tristesse que lorsqu'il y a des larmes. Ils ne remarquent le danger que lorsque l'arme est tirée. Leur perception émotionnelle est réactive et basée sur un seuil. Votre système, cependant, est prédictif et très sensible. Vous sentez les tremblements à des kilomètres de distance. Vous enregistrez le changement de pression atmosphérique dès que vous entrez dans une pièce. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise qu'il est contrarié. Vous sentez le changement dans son champ bioélectrique. Vous sentez la tension non exprimée dans une salle de réunion d'entreprise que tout le monde ignore pour maintenir la paix. Vous sentez le chagrin que votre partenaire porte bien avant qu'il n'en soit conscient lui-même. Ce n'est pas simplement de l'empathie, au sens où la psychologie populaire utilise le mot. C'est de la collecte de données. Votre système nerveux est câblé pour capter les fréquences invisibles du comportement humain. Pendant des années, on vous a peut-être dit d'arrêter d'être si dramatique.
ou de vous endurcir. Mais c'est comme blâmer un thermomètre de haute précision de remarquer que la température a baissé. Vous ne créez pas le drame, vous le détectez. Cette perception de la profondeur vous permet de vivre la vie avec une richesse presque surnaturelle. Lorsque vous ressentez de la joie, elle agit comme une symphonie qui traverse votre sang. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un état d'être qui vous relie à quelque chose de vaste et d'intemporel. Mais le coût de cet instrument sophistiqué est que la douleur est tout aussi résonnante. Vous n'êtes pas seulement témoin de la souffrance, vous la métabolisez. Vous pouvez croiser un étranger dans la rue et sentir sa lourdeur se déposer dans votre propre poitrine. Vous quittez souvent les interactions sociales en vous sentant absolument épuisé. Non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que vous avez traité 1 millier de micro-interactions, de jugements non exprimés et d'émotions cachées que les autres personnes impliquées n'ont même pas enregistrées. Vous portez le poids de la psyché objective, percevant les couches de la réalité que la société accepte poliment d'ignorer. Cette conscience hyper-perceptive conduit inévitablement au deuxième signe majeur de ce type de personnalité rare, une forme de vision au rayon X psychologique. Jung parlait de l'intuition non pas comme d'une intuition magique, mais comme d'une fonction biologique primaire et légitime. C'est la perception via l'inconscient. Pour vous, cela fonctionne comme un ensemble de sous-titres invisibles qui apparaissent chaque fois que quelqu'un parle. C'est l'un des aspects les plus désorientants de votre réalité, car cela crée une dissonance constante entre ce que vous entendez et ce que vous savez. Une personne peut se tenir devant vous et dire « Je suis si heureux de votre succès ». Ces mots sont polis, son sourire est pratiqué. Mais vos sous-titres internes disent « Je suis menacé par votre croissance et j'espère que vous échouerez ». Vous entendez l'hésitation dans sa respiration. Vous captez la micro-expression d'envie qui traverse ses yeux pendant une fraction de seconde. Vous sentez la disparité entre son langage parlé et sa signature énergétique. Cela arrive avec les patrons, avec les amis, parfois même avec les membres de la famille. Vous voyez l'ombre qu'ils essaient de cacher. Ce don est une arme à double tranchant. D'une part, il vous protège. Il vous alerte du danger bien avant que le piège ne se referme. Vous avez probablement eu l'expérience d'avertir un ami au sujet d'un nouveau partenaire romantique, en disant quelque chose comme « Je ne lui fais pas confiance », pour vous entendre dire que vous êtes trop critique. Puis, 6 mois plus tard, la vérité éclate, et vous avez raison. Mais il n'y a aucune satisfaction à avoir raison, seulement l'épuisement d'avoir vu venir les choses. D'autre part, cette vision au rayon X est isolante. Elle vous rend presque impossible de participer aux mensonges polis qui graissent tous les rouages de la société. Lorsque vous voyez la vérité si clairement, prétendre que vous ne la voyez pas vous semble être une trahison de votre propre santé mentale. Vous traduisez constamment une langue que personne d'autre n'admet parler. Vous regardez une pièce de théâtre où tout le monde a oublié ses répliques, mais ils continuent à jouer quand même. C'est pourquoi les banalités vous semblent si épuisantes. Ce n'est pas seulement ennuyeux. Cela vous oblige à supprimer votre mode de perception principal. Vous devez faire semblant d'être aveugle juste pour que les autres se sentent à l'aise. Parce que vous voyez ces vérités plus profondes et parce que vous ressentez le monde avec une telle précision, vous ne pouvez pas vous empêcher de développer le troisième marqueur, une curiosité sacrée qui fonctionne comme une boussole interne implacable. C'est la boussole de la vérité. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de voir au-delà des limitations actuelles d'un système. Dès votre plus jeune âge, vous avez probablement eu une relation difficile avec l'autorité. Non pas parce que vous étiez un fauteur de troubles, mais parce que je l'ai dit, n'était jamais une réponse suffisante pour vous. Vous fonctionnez comme un bug dans la matrice. Lorsque vous regardez les normes sociétales, les structures d'entreprise, les dogmes religieux ou les dynamiques relationnelles traditionnelles, vous ne voyez pas seulement les règles, vous voyez les fissures dans les fondations. Vous voyez les inefficacités. Vous voyez l'hypocrisie. Votre esprit se demande constamment pourquoi. Pourquoi travaillons-nous 40 heures par semaine à des emplois qui détruisent notre santé pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin? Pourquoi restons-nous dans des mariages qui sont morts depuis une décennie juste pour sauver les apparences? Pourquoi traitons-nous les symptômes au lieu de guérir les maladies? Pourquoi acceptons-nous un monde où la gentillesse est considérée comme
Et une faiblesse? Ce n'est pas de la rébellion pour le plaisir d'être difficile. C'est de l'ingénierie structurelle. Votre esprit est un esprit d'architecte qui exécute constamment des simulations de la façon dont les choses pourraient être meilleures, plus authentiques et plus alignées sur l'épanouissement humain. Mais voici la tragédie. Cette qualité visionnaire menace souvent ceux qui trouvent la sécurité dans le statu quo. La plupart des gens construisent leur vie autour d'illusions confortables. Ils comptent sur le scénario. Lorsque vous commencez à remettre en question l'intégrité structurelle de ces illusions avec vos questions, vous devenez une menace. Vous secouez le bateau pendant qu'ils essaient de dormir. On vous a probablement dit d'arrêter de trop penser, de simplement suivre le courant, ou « Pourquoi devez-vous rendre tout si compliqué ?» Ces phrases sont les défenses de l'esprit inconscient. Ce sont des tentatives de vous ramener dans le sommeil. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez vu les fissures dans le mur, vous ne pouvez plus les ignorer. Cette volonté de remettre en question, de comprendre la cause profonde, est le moteur de l'évolution humaine. Chaque grand pas en avant dans l'histoire, en sciences, en art, en droit civique, est venu d'un individu qui a refusé d'accepter le monde tel qu'il lui était présenté. Vos questions ne sont pas ennuyeuses, elles sont nécessaires. Elles sont la friction qui crée le feu. Ce refus d'accepter le monde superficiel crée une faim spécifique et puissante en vous. Ce qui nous amène au 4e signe, l'allergène de l'inauthenticité. Pour vous, l'authenticité n'est pas un choix moral ou une préférence de style de vie. C'est un impératif biologique. Pour la majorité de la population, le confort, la sécurité et la validation sociale suffisent à soutenir une vie. Ils peuvent travailler à un emploi qu'ils n'aiment pas si le salaire est bon et le titre impressionnant. Ils peuvent rester dans une relation sans passion si elle leur apporte sécurité et statut social. Ils peuvent se livrer à des commérages et à des interactions superficielles pour se sentir membre de la tribu. Ils peuvent porter le masque indéfiniment sans ressentir beaucoup de douleur. Pour vous, cependant, porter le masque est physiquement toxique. Lorsque vous êtes obligé de vivre une vie qui n'est pas en accord avec vos valeurs internes, vous ne vous ennuyez pas seulement. Vous tombez malade. Vous développez ce que Jung appelait des symptômes névrotiques, qui sont essentiellement la rébellion de l'âme contre une fausse vie. Vous pouvez ressentir une anxiété inexpliquée, des épisodes dépressifs profonds, ou une léthargie profonde qui donne l'impression que votre batterie a été retirée. Vous pouvez développer des maux physiques que les médecins ne peuvent pas expliquer. Des maux de tête, des problèmes d'estomac, de la fatigue. C'est votre corps qui rejette le mensonge. Vous avez probablement essayé de faire semblant. Vous avez essayé d'être la personne que vos parents voulaient que vous soyez. Vous avez essayé d'être l'employé que votre patron voulait que vous soyez. Vous avez essayé d'acquiescer lors de dîners, pendant que les gens parlent de télé-réalité ou de la météo, sentant votre force vitale s'échapper de vous, comme de l'eau d'un récipient fissuré. Vous vous sentez comme un plongeur en haute mer, essayant de survivre dans une pataugeoire. Vous manquez d'air parce qu'il n'y a pas de profondeur. Vous avez besoin d'eau profonde pour respirer. Vous avez besoin de conversations qui arrachent le masque et touchent l'os de ce que signifie être humain. Vous donnez la priorité au sens plutôt qu'à la popularité, et à la vérité plutôt qu'au confort. Cela vous désavantage souvent dans un monde qui récompense la superficialité. Vous avez peut-être renoncé à des carrières lucratives parce que le travail vous semblait vide. Vous avez peut-être mis fin à des relations qui semblaient parfaites sur le papier, parce qu'il n'y avait pas de connexion spirituelle. Pour l'observateur extérieur, ces choix ressemblent à de la folie ou à de l'auto-sabotage. Pourquoi quitteriez-vous cet emploi sûr? Pourquoi rompriez-vous avec une personne aussi gentille? Ils ne peuvent pas ressentir l'étouffement que vous ressentez. Mais vous connaissez la vérité. Vous préservez votre santé mentale. Vous protégez votre architecture psychologique de l'effondrement sous le poids d'un mensonge. Vous avez appris, par des essais et des erreurs douloureux, que vous préférez être seul dans la vérité que entouré de mensonges. Ce besoin intransigeant d'authenticité crée un effet puissant et souvent perturbateur sur les personnes qui vous entourent. Ce qui conduit au 5e signe, l'effet miroir. Vous avez probablement remarqué un schéma étrange dans votre vie sociale. Les gens ont tendance à avoir des réactions extrêmes et polarisées à votre égard. Soit ils vous aiment profondément et instantanément, ayant l'impression de vous connaître depuis 1000 ans,
soit il semble vous détester immédiatement sans raison apparente. Il y a très peu de terrain d'entente. Vous êtes rarement accueilli avec indifférence. C'est parce que votre présence agit comme un miroir très poli. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous reflétez la véritable personnalité des gens. Vous n'avez même pas besoin de parler. Votre vibration, votre absence de prétention, votre regard pénétrant, tout cela envoie un signal. Si quelqu'un fait son propre travail intérieur, s'il est conscient de lui-même et s'efforce de grandir, il vous regarde et voit un esprit apparenté. Il voit son propre potentiel. Il est attiré par votre lumière parce qu'elle l'aide à voir son propre chemin plus clairement. Ce sont les connexions instantanées, les reconnaissances d'âme. Cependant, si quelqu'un vit dans le déni, se cachant de sa propre ombre ou réprimant sa propre vérité, il vous regarde et voit tout ce dont il a honte. Votre liberté lui rappelle sa cage. Votre honnêteté met en évidence sa tromperie. Votre courage expose sa peur. Et parce que l'ego humain déteste se sentir exposé, il projette cet inconfort sur vous. Il décide que vous êtes le problème. Il vous qualifie d'arrogant, de froid ou de trop intense. Il essaie de vous rabattre. Il essaie de briser le miroir parce qu'il n'aime pas le reflet. Comprendre cette dynamique est crucial pour votre santé mentale. Pendant des années, vous avez peut-être intériorisé ces réactions négatives. Vous avez pensé « peut-être que je suis arrogant » ou « peut-être que je suis inaccessible ». Mais vous devez réaliser que vous n'êtes souvent que le déclencheur de leur propre conflit interne. D'un autre côté, cette même qualité est ce qui fait de vous un aimant pour ceux qui cherchent à guérir. Vous avez probablement vécu le phénomène de la confession. C'est lorsque des étrangers dans les avions, ou des personnes que vous connaissez à peine lors d'une fête, commencent soudainement à vous raconter leurs secrets les plus profonds, leurs traumatismes, leurs peurs. Ils sentent votre capacité à maintenir un espace. Ils sentent que vous n'avez pas peur de l'obscurité. Vous offrez une forme d'espace de maintien psychologique incroyablement rare dans notre monde distrait et superficiel. Vous écoutez sans jugement. Vous les témoignez, mais voici un danger. Parce que vous êtes un guérisseur naturel et un miroir naturel, vous pouvez facilement devenir un dépotoir pour la douleur des autres. Vous devez apprendre que ce n'est pas parce que vous pouvez comprendre tout le monde que vous devez porter tout le monde. Vous ne devez pas votre oreille attentive à tous ceux qui la demandent. Votre énergie est une ressource, et comme toute ressource rare, elle doit être gardée. Alors que vous naviguez dans ces dynamiques intenses et que vous vous engagez dans votre propre croissance, vous rencontrerez inévitablement l'un des aspects les plus douloureux de ce type de personnalité, le 6e signe, le phénomène du Bernard l'ermite. Il s'agit du cycle de dépassement des personnes et des environnements. Dans la nature, un Bernard l'ermite doit abandonner sa coquille lorsqu'elle devient trop grande. Il doit quitter la sécurité de l'ancienne maison, exposer son corps mou et vulnérable aux prédateurs de l'océan, et se précipiter pour trouver une nouvelle coquille plus grande. Cette période de transition est dangereuse et terrifiante. Votre vie ressemble probablement à une série de ces mues. Parce que votre taux de croissance psychologique est plus rapide que celui de la personne moyenne, vous dépassez rapidement les environnements, vous dépassez les emplois, vous dépassez les groupes d'amis, vous dépassez les identités. C'est une réalité déchirante de ce chemin. Vous regardez autour de vous des amis que vous connaissez depuis 10, voire 20 ans. Ce sont des gens que vous aimez. Vous avez une histoire avec eux. Mais vous réalisez, avec une sensation de malaise dans l'estomac, que vous ne parlez plus la même langue. Ils discutent toujours des mêmes drames qu'il y a 5 ans. Ils sont toujours coincés dans les mêmes boucles. Ils s'accrochent aux visions du monde limité que vous avez abandonné il y a longtemps. La friction survient lorsque ces personnes essaient de vous forcer à retourner dans l'ancienne coquille. Ils disent donc des choses comme « tu as changé » et ils le disent comme si c'était une accusation. La version de vous qui était plus petite leur manque. La version de vous qui plaisait aux gens leur manque. La version de vous qui ne les défiait pas leur manque. Ils veulent l'ancien vous parce que l'ancien vous les faisait se sentir en sécurité et à l'aise. La douleur de cette étape est aiguë parce qu'elle ressemble à la solitude. Vous pourriez vous retrouver dans des périodes de vide, cet espace où vous avez libéré les anciennes connexions, mais n'avez pas encore trouvé la nouvelle tribu qui peut vous rencontrer à votre profondeur actuelle. Il faut un immense courage pour se tenir dans cet espace vide. La tentation de se rétrécir,
de s'excuser pour sa croissance, de diminuer sa lumière juste pour avoir de la compagnie, est accablante. Mais Jung a enseigné que ce processus d'individuation, ce dépouillement du faux soi et des relations dépassées, est le seul chemin vers la plénitude. Vous ne perdez pas des amis, vous affinez votre cercle. Vous faites de la place pour des connexions basées sur la résonance, plutôt que sur une simple histoire partagée. Vous préparez le terrain pour les personnes qui vous aimeront, pour ce que vous devenez, et non pour ce que vous étiez. Maintenant, nous devons aborder les avertissements. La possession de cette architecture psychologique avancée comporte des risques importants. Jung a profondément mis en garde contre le côté ombre de ces dons. Si vous n'intégrez pas votre ombre, les parties inconscientes de vous-même, votre rareté peut devenir une prison. Il existe 3 pièges spécifiques dans lesquels tombent les personnes à haute conscience, et nous devons être honnêtes à leur sujet. Le premier piège est le complexe de supériorité, ou la tour d'ivoire. Il est très facile, lorsque vous voyez des choses que les autres manquent, lorsque vous vous sentez plus profondément et pensez plus vite, de tomber dans l'arrogance. Vous pourriez commencer à considérer les autres comme des moutons endormis, des PNJ ou des masses inconscientes. Vous pourriez vous détacher de l'humanité avec un jugement froid et cynique. Vous pourriez penser « Je suis le seul à comprendre et tous les autres sont des idiots ». C'est un mécanisme de défense. C'est une façon d'engourdir la douleur de votre isolement en décidant que vous êtes meilleur que tous les autres. Mais c'est un piège. Il vous coupe de la connexion même que vous désirez. La vraie sagesse ne consiste pas à regarder les autres de haut. Elle consiste à comprendre que chacun est sur sa propre ligne de temps, combattant ses propres batailles avec l'équipement dont il dispose. Si vous laissez votre perspicacité se transformer en mépris, vous avez échoué au test de la conscience supérieure. Le deuxième piège est le complexe messianique, ou le syndrome du sauveteur. C'est le piège le plus courant pour les empathiques et les intuitifs. Parce que vous voyez la douleur chez les autres, et que vous voyez leur potentiel, vous vous chargez de les sauver. Vous voyez une personne brisée, un partenaire, un ami, un parent, et vous pensez « je peux la réparer, je peux l'aimer jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé, je peux lui montrer la lumière ». Vous déversez votre énergie dans des personnes qui ne demandent pas à être sauvées. Vous vous déversez dans des personnes qui sont dépendantes de leur propre souffrance. Vous devenez une batterie pour la lampe de poche de tout le monde, vous vidant jusqu'à ce que vous soyez vide. Vous devez apprendre la différence cruciale entre tenir une lumière pour quelqu'un et vous enflammer pour le garder au chaud. Vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Le troisième piège est l'ombre du martyr. Vous pourriez commencer à croire qu'être profond exige d'être tragique. Vous pourriez romancer votre souffrance. Vous vous dites que personne ne peut vous comprendre, que vous êtes destiné à être l'artiste torturé ou le philosophe solitaire. Vous portez votre isolement comme un insigne d'honneur. C'est l'ego qui se fait passer pour la profondeur. Votre intensité est censée vous mener à la joie, à une connexion profonde et à un but, et non à un chagrin perpétuel. La misère n'est pas une condition requise pour la profondeur. Pour naviguer dans ces pièges, il faut une nouvelle approche des relations. Vous devez apprendre à distinguer les batteries d'énergie et les prises d'énergie. Dans votre vie, il y a des gens qui sont des prises. Ils se branchent sur vous, épuisent de l'énergie. Ils ont besoin de votre validation, de votre écoute, de votre aide. Puis il y a des gens qui sont des batteries. Lorsque vous interagissez avec eux, vous repartez tous les deux avec plus d'énergie que vous n'en aviez au départ. L'échange est réciproque. La conversation est fluide. Vous n'avez pas à expliquer vos blagues, ni à justifier vos sentiments. Pour le type de personnalité rare, le but n'est pas d'avoir une centaine d'amis. Le but est de trouver les 2 ou 3 batteries qui peuvent correspondre à votre tension. Cela exige une discrimination psychologique. Vous devez apprendre à garder la porte de votre âme gardée. Vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas être ouvert avec tout le monde. Vous devez réserver votre monde intérieur à ceux qui ont mérité le droit de le visiter. Alors, où cela vous mène-t-il? Si vous reconnaissez ces signes, la profondeur émotionnelle, l'intuition, le questionnement, le besoin d'authenticité, le dépassement des anciennes vies, vous suivez probablement une feuille de route de développement spécifique. Vous avez probablement commencé à l'étape 1, le vilain petit canard. C'était la phase inconsciente. Vous vous sentiez différent,
mais vous l'interprétiez comme étant mauvais. Vous avez essayé désespérément de vous intégrer. Vous avez essayé d'être un canard, pataugeant dans la boue, cancanant comme tout le monde, vous demandant pourquoi vous vous sentiez si maladroit et malheureux. Vous vous jugiez selon des normes qui ne s'appliquaient pas à votre espèce. Ensuite, vous êtes passé à l'étape 2. L'éveil, c'est probablement là où vous en êtes maintenant. Vous réalisez que l'étang est trop petit. Vous réalisez que vous n'êtes pas un canard défectueux, mais un signe en développement. Vous commencez à établir des limites. Vous commencez à récupérer votre énergie. Vous commencez à valoriser votre propre perception. Mais c'est toujours une lutte. Vous ressentez toujours l'attrait de l'ancien monde. La destination finale, celle que vous visez, est l'étape 3. Le phare. Pensez à la nature d'un phare. Un phare ne court pas autour de l'île à la recherche de bateaux à sauver. Il ne poursuit pas les navires. Il ne s'excuse pas pour son éclat. Il ne diminue pas sa lumière parce que les navires sont loin. Il reste simplement sur place. Il est enraciné dans le rocher. Il brille. Il garde son verre propre et sa structure solide. Et ce faisant, les navires qui cherchent le port le trouvent. C'est votre mandat évolutionnaire. Vous n'êtes pas ici pour forcer le monde à changer. Vous êtes ici pour incarner le changement. Vous êtes ici pour rester ferme dans votre intensité. Lorsque vous cessez de vous excuser pour qui vous êtes, vous devenez un phare. Vous signalez aux autres qu'il est sûr d'être profond. Il est sûr d'être réel. Il est sûr de remettre en question. Nous vivons une époque de transition massive. Regardez autour du monde. Les anciens systèmes s'effondrent. Les anciennes réponses échouent. Les institutions sur lesquelles les gens comptaient pour donner un sens s'effondrent. La conscience collective est désespérée de trouver une nouvelle direction. C'est pourquoi vous êtes né avec cette architecture spécifique. Vous êtes l'architecte de l'esprit futur. Votre sensibilité, vos questions, votre refus de vous contenter de peu. Ce ne sont pas des ennuis, ce sont les outils nécessaires pour construire ce qui vient ensuite. Jung croyait que le développement de la personnalité est l'une des choses les plus coûteuses, mais c'est aussi le plus grand service que l'on puisse rendre à l'humanité. En devenant qui vous êtes vraiment, vous donnez à tous ceux qui vous entourent la permission de faire de même. Vous brisez la chaîne de l'inconscience. Alors, prenez une profonde inspiration. Sentez la complexité de votre propre cœur. Sentez la puissance de votre propre esprit. Vous devez cesser d'attendre que le monde vous comprenne et commencer à vous comprendre vous-même. Vous devez cesser de demander la permission d'être intense. La distorsion que vous avez ressentie pendant toutes ces années n'était pas un signe que vous aviez tort. C'était un signe que vous diffusiez sur une fréquence que l'avenir attend d'entendre. Ne réglez pas votre signal. Ne baissez pas votre volume. Renforcez-le. Clarifiez-le. Trouvez les autres qui peuvent entendre la musique. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, que votre lumière soit un guide, pas une arme. Vous n'êtes pas de trop pour ce monde. Vous êtes exactement ce que ce monde attendait. Vous êtes le pont entre ce que l'humanité est et ce qu'elle est capable de devenir. Empruntez ce pont la tête haute. Alors que nous concluons cette exploration des profondeurs de votre psyché, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un déploiement continu. Les 8 signes dont nous avons parlé ne sont que les coordonnées de votre emplacement. Le voyage vous appartient. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous posez une brique pour les fondations d'un nouveau monde. Chaque fois que vous honorez votre sensibilité comme une intelligence, vous réécrivez le code de l'interaction humaine. Chaque fois que vous vous tenez dans votre vérité, même lorsque votre voix tremble, vous remplissez l'appel transpersonnel que Jung a passé sa vie à étudier. Vous êtes l'élite psychologique, non pas d'une manière qui vous rend meilleur que les autres, mais d'une manière qui vous rend responsable de l'évolution de l'ensemble. C'est un lourd fardeau, oui. Mais c'est aussi un magnifique privilège. Voir les couleurs que les autres manquent, sentir la musique que les autres ne peuvent pas entendre, connaître la vérité que les autres nient, embrassez-la, aimez-la, soyez là. Merci d'avoir voyagé dans les profondeurs avec nous. Si vous vous êtes retrouvé dans ces mots, si vous avez ressenti cette résonance de vérité, alors vous savez que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, dispersés comme des phares sur un océan sombre, qui brillent tous de la même lumière. Continuez à briller. Nous vous verrons dans la prochaine dimension de la conscience.